avec nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement, Martin Luther King et le journaliste Adam Adjronou. On parlait du Burkina Faso et les attaques djihadistes qui s'accélèrent nonobstant le coup d'État. Oui, Pasteur, vous aviez la parole ou bien c'était Adam qui doit... Oui, Adam. Oui. Ouais. Oui, ce qu'il faut dire au niveau même du Burkina, vous savez, aujourd'hui la stratégie du Burkina, je le dis, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Pour la simple et bonne raison que vous allez constater qu'au niveau de la formation du gouvernement, le même ministre de la Défense qui était là au moment même de Kaboré est reconduit. Oui. Est reconduit. Voilà, on se pose la question, est-ce que c'est justement pour reformer la stratégie qui était là ou pratiquement c'est pour faire du vieux avec du nouveau. On ne peut pas comprendre, puisque quelque part là-bas, soit il y avait une question de complicité avec le ministre de la Défense pour déchoir Roch-Marc Christian Kaboré, et il n'y avait rien qui motivait le fait que c'était fondamentalement la question sécuritaire qui impliquait en réalité ce coup d'État. Soit la stratégie est là, parce qu'à un moment donné, il parlait de moyens financiers pour pouvoir... Non, on ne peut pas parler de moyens financiers au niveau du Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a multiplié par 5 le budget de l'armée lorsqu'il est venu. Maintenant, est-ce que l'argent allait à destination? La grande question, c'était la corruption qui était là. Bien sûr. On ne peut pas comprendre que... Les gens sont à juin. Voilà, on multiplie en intervalle de 10 ans 5 fois le budget, mais au même moment, les gens ont fait au niveau du... Il faut aller cueillir, il faut aller chasser, cueillir les fruits avant de... Le matériel aussi à combattre, on n'a pas réellement vu grand changement au niveau du matériel. Donc on se pose la question, si réellement on mettait le dispositif en place pour lutter contre la corruption et démontrer aux Burkinabés que voilà, là où allait l'argent, maintenant nous l'avons récupéré pour réellement agir, acheter le matériel qu'il faut, nourrir l'armée, donner plus confiance et motiver réellement donc les soldats à aller au front. On comprendrait, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien de cela. Ça voudrait dire quelque part aujourd'hui, la stratégie est demeurée la même, puisque nous avons le même chef, le même ministre de la Défense, même si le chef d'état-major général, je crois, a été donc changé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions que les Burkinabés se posent aujourd'hui et la jeune risque, puisque nous ne sommes pas en face des mêmes populations comme partout ailleurs, ce que nous avons constaté au Mali ou en Guinée, ce n'est pas la même chose. Les Burkinabés sont une population à part entière. Exigeante. Voilà. C'est ce qui a fait que cette jeunesse-là n'a pas véritablement usé d'un certain nombre de stratégies pour aller à contre-courant du processus de transition, etc. Ils ont mis sur table, voilà ce que nous voulons faire. Mais même si jusqu'au jour d'aujourd'hui, la stratégie à lutter efficacement contre le djihadisme ne prenait pas, je pense qu'ils risqueraient réellement de retrouver cette population-là sur la route. Parce que beaucoup de voix commencent déjà pas se lever. Et si réellement, demain, on continuait pas à constater dans ces actions-là, moi, je doute très fort qu'on aurait pu avoir un Burkina à ce stade. On parlait du gouvernement Albert Ouedraogo, ce gouvernement qui a mandat d'aller chercher les djihadistes. Oui, on l'a dit tout à l'heure, le ministre de la Défense sous l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré est reconduit. On parlait également du ministère de la Cohésion sociale. On est allé chercher quelqu'un qui a déjà travaillé avec l'ancien président Blaise Compaoré. C'est un bon signe? En tout cas, c'est dire que c'est le rassemblement de tous les fils du Burkina autour d'un idéal commun, c'est-à-dire lutter contre le djihadisme. Si tant soit peu, ça peut, ce mélange, cette misture peut contribuer à stabiliser le Burkina. Tant mieux. Je crois que le président de la transition les connaît bien, et donc peut-être il les a nommés sur leurs compétences et selon ça pour mener à bien sa vision. Là, il n'y a pas de jugement à faire pour le moment. Je crois que c'est sur le terrain que nous allons juger l'action de ce gouvernement. Mais toutefois, vous savez, les régimes passent, les hommes passent, mais le pays demeure. Et comme je l'ai déjà dit, cette vision, cette nouvelle vision, Adam a dit quelque chose, mais c'est vrai quand même que je trouve un peu, il y a une partie là que je vais peut-être pas rectifier, mais je vais apporter quelque chose de un plus. C'est justement le problème de la corruption. La corruption, elle est là. Mais on sent par rapport en Guinée où le colonel Mamadi Doumbouya s'est rapidement s'est pressé pour mettre des gens, des généraux en retraite.
Et même pour être libre, je ne sais pas pour être libre, mais c'est parce que les gens sont en retraite, il faut quand même, on ne peut pas admettre que les gens qui sont les gens admis à la retraite continuent de travailler. Vous savez, dans la fonction publique togolaise, il y en avait eu, je pense que le problème est plus ou moins réglé, et aujourd'hui, tant mieux. Bon, donc c'est pour dire que la solution, le problème de la corruption a vraiment gangréné les forces armées burkinabées. Et jusqu'à ce que les soldats sur le front aient faim, et puis s'occupent à chasser les gibiers et cueillir des fruits pour pouvoir s'affaire. Il n'y a pas que les Russes aussi ont faim, ils sont obligés d'aller... Non, écoutez, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. La Russie ne peut pas se donner. Poutine a préparé la guerre, elle ne peut pas laisser ses soldats dans le supermarché, dans les maisons des gens. Tu sais, je ne veux même plus écouter ces médias. Hein. On va revenir tout à l'heure sur le Mali. Ouais. On verra bien ce que ces médias, la mission de ces médias dans la destruction. Dans la destruction du au Mali en même temps, ou bien vous voulez ajouter Non, je voudrais juste ajouter que c'est dangereux quand la corruption atteint l'armée, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on estime que leur mission, c'est de défendre l'intégrité du territoire. Et il suffit et lutter d'ailleurs contre cette corruption. Et quand ça s'invite au sein de l'armée, c'est dire que nos frontières sont menacées. Nos frontières sont menacées, ce qui veut dire qu'on peut donner de l'argent aux soldats. Les trafiquants de drogue, d'armes, tout, peuvent leur donner de l'argent, grosse somme d'argent, et puis laisser ça rentrer dans le pays. Et c'est grave. Vous prenez le cas de Guinée-Bissau, c'est ça, non? Guinée-Bissau, vous savez le cas avec les narcotrafiquants. Donc, ce qui fait que ce pays est toujours instable jusqu'à tout récemment, jusqu'à là où je parle, ce pays-là est toujours instable, parce que les narcotrafiquants sont les faiseurs de rois, sont les grands maîtres, et sont les grands, ceux qui sont riches dans le pays. C'est un terrain fertile. Donc, du coup, je crois qu'il va vouloir qu'il s'attaque vraiment. Il faut assainir le milieu de l'armée et permettre justement que les moyens mis à la disposition de cette armée puissent aller aux soldats sur le terrain et que résolument les gens puissent s'attaquer au djihadisme. Vous me permettez, je vais juste ajouter quelque chose avant qu'on aille au Mali. Allez-y. Vous savez, tout à l'heure, vous avez évoqué la question du fait que les collaborateurs de Blaise Compaoré sont invités à pouvoir porter leur code. Moi, je pense que ce n'est pas mauvais en soi. La réconciliation. Vous que Blaise Compaoré lui-même avait voulu porter sa contribution pour lutter contre disons, ce djihadisme-là. Et par le passé, moi, j'avais dit la meilleure des façons qu'aurait bien voulu Christian le président Kaboré serait quand même de donner des passerelles à Blaise Compaoré de pouvoir venir. C'est vrai qu'il y avait ces questions de justice, de Thomas Sankara. Alors, je pense que il faudrait véritablement donc échelonner les priorités. Actuellement, il y a la justice, certes, mais est-ce que cette justice-là compte une seule personne et comparée avec des milliers qui meurent? Lorsque nous faisons la comparaison, nous constaterons que lutter contre le fait qu'on ne tue plus les populations est mieux que de pouvoir fondamentalement... même si Thomas Sankara c'est une icône. Je me disais pourquoi pas une amnistie et permettre à ce que Blaise Compaoré puisse donc arriver. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, les nouvelles autorités ont eu quand même aussi à travailler à un moment donné avec Blaise Compaoré. Mais ceux qui étaient à l'avant-garde de cette lutte qui permettait à Blaise Compaoré donc de pouvoir lutter, s'ils les connaissent, pourquoi ne pas les inviter à pouvoir apporter disons des solutions fiables et efficaces pour lutter contre ce djihadisme-là. Donc moi j'estime que ce n'est pas mauvais en soi, l'essentiel qu'on puisse arriver à résoudre ce problème. On va quitter donc le Burkina pour un pays frère et ami, le Mali précisément, où l'ONG Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport une nouvelle vague d'exécutions de civils ainsi que des pillages par l'armée malienne et des djihadistes dans le centre et le sud-ouest du pays. Alors, Pasteur Edo, comme pour les djihadistes, c'est leur habitude, on peut comprendre l'interrogation, c'est au niveau de l'armée malienne. Vous savez, quand on est en guerre, surtout contre le djihadisme, avec une France qui semble être mise de côté, l'information, la force c'est l'information, la communication. Et les médias français, depuis un certain moment, nous prouvent que, au lieu de nous donner la qualité de l'information, des informations vraies,
ces médias-là sont en train de dérailler, de nous embrouiller. Donc, ce que je viens de dire, ce n'est pas vrai. De nous embrouiller. Alors, vous savez, c'est le Human Rights Watch. Ce sont nos collègues que je connais la plupart. Et qui font un bon boulot. Je connais la plupart d'entre eux. Mais ceux qui ont mené, c'est la session. Vous savez, la session qui a mené cette enquête, c'est la session française de Human Rights qui a mené cette enquête. Et ça vous dit... Quelle est la différence entre les différentes sessions? Non, ça vous dit déjà... Moi, ça me dit déjà beaucoup de choses. Et que surtout, il y a quelques jours, les médias français avaient déjà fait des témoignages, avaient déjà mené des enquêtes sur le terrain et ont produit des résultats qui portaient sur les massacres. Vous parlez de massacres, mais c'est allé loin. Des exactions judiciaires, extrajudiciaires, mais des massacres. Mais on est allé loin. Ce sont des informations fausses. Mais c'est des informations qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Vous savez, jusque-là, le gouvernement malien n'a pas encore réagi. Je crois que la riposte se prépare certainement. Je ne sais pas si ça va venir aujourd'hui, ça va venir demain. Mais je suis sûr que la riposte se prépare avec cette information que vous allez retrouver sur nos sites. C'est-à-dire, c'est ça, hein? Vous allez retrouver sur nos sites. On parle d'exécution. Non, je crois quand même que c'est trop, c'est vite allé en besogne. C'est vite allé en besogne. Vous vous rappelez avec la force Barkhane qui est en train de quitter, qui est en train de se retirer. Vous vous rappelez du massacre des morts qu'il y a eu lors d'un mariage où on a tiré sur les gens, les confondant. On pensait que ce sont des djihadistes. Des djihadistes. Mais qu'est-ce que vous avez écouté le traitement par les médias français et aujourd'hui ce qui se passe. Non, mais quand même, c'est aller trop vite en besogne. Et je dis des simulations de témoignages et autres, non, tout porte à croire qu'on veut seulement dire, hein, aux FAMA que justement voilà ce qui se passe sans la France. Les civils, avec la France, les civils étaient protégés, étaient vraiment protégés, étaient dans de bonnes grâces, mais ils étaient protégés. Les civils étaient protégés comment? Avec les tueries. Vous avez les villages qui ont été incendiés par les djihadistes. Aujourd'hui, il y a même de retour. On a constaté avec nos collègues de la CE, on a constaté mais le retour des déplacés. Aujourd'hui, il y a des retours des déplacés dans leur localité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais aller juste dire, produire des rapports. Et moi, j'ai mis quelque chose sur mon statut. Aujourd'hui, mais le gouvernement malien doit faire extrêmement attention. Pourquoi pas, un temps soit peu, interdire l'accès de ces médias-là sur son territoire. Je suis d'accord. Parce que nous sommes en guerre. Non, c'est la guerre. Il faut quand même, pour un temps, interdire ces médias-là de faire le travail sur le terrain. Les médias maliens, par exemple, Pasteur Edo Komi, peuvent dire aussi des choses qui vont à l'encontre des FAMA, de l'armée régulière. Non, ça aussi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on interdise aux médias maliens de faire le travail. Mais les médias, surtout français, parce que sachant ce qui oppose aujourd'hui, hein, ce qui oppose la France au Mali, mais c'est le droit le plus absolu. Pour un temps soit peu, on vous retire le droit de communiquer, le droit d'accès sur le terrain. Je peux être gêné. Parce que me connaissant, je veux être libre, je veux la liberté d'expression. Vous avez des doutes sur la qualité de l'information. C'est douteux. Même pourquoi pas aller dire des contre-vérités sur le terrain. Parce que les femmes ne peuvent pas aller tirer, massacrer. Et surtout dans le témoignage, on nous dit qu'on a vu des gens à peau rouge. J'ai suivi comme ça. On a vu des gens, donc c'est dire qu'immédiatement, on incrimine les forces russes. On incrimine directement les forces russes. Pourquoi pas vous avez cet acharnement-là des médias par rapport aux relations entre la Mauritanie et le Mali. Vous rappelez, les gens sont tués, donc pour vous, ce sont les Français qui font ça. Les gens sont tués. Mais depuis quand, comment est-ce que les FAMA peuvent tirer sur les éleveurs qu'on voit, c'est des éleveurs. Soit c'est des djihadistes déguisés, soit c'est des djihadistes déguisés. Sur lesquels c'est monté. Mais ça aussi, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est pour brouiller les relations entre la Mauritanie et le Mali. Sachant que le port de Nouakchott aujourd'hui est l'un des ports qui sert le peuple malien, qui dessert le peuple malien. Pasteur Edo Komi, et les audios qui circulent disant que ce sont les forces maliennes qui tuent les Mauritaniens. Non mais écoutez, je dis, dans cette stratégie de guerre, tout est possible. Mais les forces maliennes ne vont pas tirer, voyant les éleveurs les Mauritaniens tirer sur eux. Je crois que
tout homme conscient aujourd'hui peut dire que les médias français sont mis à contribution. Donc ce sont des audios truqués. Non, les médias français sont mis en contribution pour semer de trous et ce n'est pas normal. Nous tous, on est d'accord qu'en temps de guerre, il y a une stratégie de repli. Quand vous arrivez quelque part, où vous retrouvez qu'il y a des éléments, qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas maîtriser, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on arrête, on met la main sur tout le monde et aller faire le tri pour savoir ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas concernés. Je crois que le traitement des informations, depuis ces derniers jours, que ce soit dans la guerre Russie-Ukraine, vous écoutez, entre le... ça se passe aussi en Russie. Hein. La Russie aussi fait la même chose. Ça se passe. La propagande, c'est à tous les niveaux. Parce la propagande, c'est vrai. C'est à tous les niveaux, je suis d'accord. Mais je crois que cette radio est de grande écoute. Ces médias français, occidentaux sont de grande écoute. Je pense bien qu'ils sont plus libres dans la liberté d'expression et doivent nous servir de très vraies informations pour ne pas finalement donner, on voit un autre visage. Les médias occidentaux nous montrent un autre visage dans ces jours-ci. Quel est votre regard, Adam Majoronou, sur ce rapport? Vous savez, au-delà des analyses d'opinion que nous faisons, moi je parle sur des faits. Et lorsque vous écoutez très bien les informations qui circulent, on a dit, avant même d'arrêter ceux-là qu'on estime être des présumés torturés dans ces cas-là, ils n'ont ni leur carte d'identité sur eux avec d'autres pièces. Il y a quand même des questions sur lesquelles on part et on vous embarque. Est-ce que lorsque nous faisons la comparaison avec d'autres pays, d'ailleurs même si nous ne prenons pas le cas togolais, nous avions eu des moments donnés où il y a eu des patrouilles, des jours où on demande déjà, vous n'avez pas de pièces, on embarque les gens. Est-ce que c'est différent? Ce n'est pas différent. Quelque part, ça voudrait dire qu'il y a des motifs assez valables de pouvoir les amener. Mais étant donné que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de crispation, insécurité, de l'insécurité assez grandissante, comme ce que nous constatons donc au Mali, il faut pousser loin. C'est ce qui conduit à vouloir peut-être pousser loin, en voulant savoir que est-ce que nous sommes en face des djihadistes ou bien nous sommes en face de simples populations. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait de pouvoir sortir lorsque nous savons que nous sommes sur un terrain pas trop sécurisé, de pouvoir dans ce menu de sa pièce d'identité. Un terrain sensible. Voilà. On ne nous a pas dit que des gens sont munis avec leur pièce d'identité, on les a embarqués, on ne nous a pas dit ça. On a dit que des gens n'avaient pas de pièce d'identité et des questions qui sont posées à l'encontre de ces gens-là n'étaient pas bien répondues, donc on les embarque. Ce n'est pas différent de ce que nous constatons donc ailleurs, y compris d'ailleurs même la France, lorsqu'on expulse les gens, etc. Est-ce que la méthode est différente? Ce n'est pas différent. Donc moi je me dis aujourd'hui, c'est une manière propagandiste de pouvoir véritablement donc avilir l'image discréditer les femmes. Les femmes. C'est malsain, c'est malsain. Puisque la stratégie elle reste la même. Elle reste la même partout. Et encore pire, sur un terrain assez perplexe et puis Mali, il faudrait quand même qu'on puisse quand même avoir raison gardée sur les analyses que nous faisons sur cette situation-là. Puisque moi je pense qu'on en dit de trop. Par rapport à ce qui se fait sur le terrain. Et je suis d'accord qu'on puisse aller là. Puisque identifier un djihadiste est véritablement difficile. Les djihadistes vivent avec nous. Et d'ailleurs, ils ne vont même pas. Et surtout, ils n'ont pas le pièce d'identité. Pour que on puisse les reconnaître. Voilà, c'est un djihadiste. Donc, l'armée est à même de pouvoir mener à fond les enquêtes pour déceler qui est djihadiste, qui ne l'est pas. Et parmi ceux-là, les gens ont été libérés et certains ont été gardés. Parce que on a constaté que dans les interrogations, ceux-là, ce sont des hommes assez douteux qu'on doit encore garder pour longtemps. Pour poursuivre les enquêtes. Partout, c'est comme ça. Donc moi, je me dis... c'est le traitement. Alors, il y a donc des questions à se poser sur ces organisations non gouvernementales. Alors, oui, il y a beaucoup de questions. Et ceux-là aussi ne sont pas fondamentalement des gens qui sont aussi blancs comme neige. Eux aussi viennent quand même, c'est des gens aussi qui sont aussi... Qui sont à charge, des fois à charge. Qui sont à charge. Ce n'est pas tout le temps où on prend ces rapports-là comme des pièces comptables qu'il faudrait donc accepter comme, disons, des versets bibliques. Il faudrait quand même qu'on ait raison gardée de pouvoir véritablement creuser davantage. Sinon, ce rapport-là, moi je me dis, lorsque vous voyez véritablement ce qui est contenu là-dedans, il y a quand même... Et la diffusion dont on en fait, dont on en fait. Et c'est tout comme si ces médias-là attendaient véritablement mais ils attendaient. Pour dire que voilà, nous sommes en face des gens des actions qu'on a eu
a proféré à l'encontre de ces mercenaires-là sous d'autres théâtres, qu'on reprend ici pour dire véritablement que ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont fondamentalement bien, il faudrait quand même qu'on trouve des motifs assez valables pour véritablement les incriminer. Un peu plus de motifs, oui, pasteur Ledo. Oh non, juste pour dire qu'il a dit, c'est comme s'ils attendaient ces genres de choses. Ben, ils attendaient ça. Non, ils sont à la quête de l'information. Ils ont un rapport. Je suis d'accord, mais il faut créer. Il y a des informations que les gens créent. Et quand vous créez les informations, vous n'avez pas de preuves. Parce que ce ne sont pas des faits qui sont concrets. Hein, ce ne sont pas des faits concrets, c'est vous-même qui créez dans votre imagination. Maintenant, il faut étayer, vous allez étayer ces informations pour rentrer dans la déontologie, parce que déontologie de la tangibilité des preuves. Ce n'est pas ça. Et donc, les mêmes exactions dont on accablait les forces russes à Centrafrique, c'est pratiquement la même chose dont on est en train de faire ici. C'est vite allé. Ils sont ici. Non, c'est vite allé en besogne. Annoncé pour nous dire que voilà ce que nous avions dit par le passé. Voilà ça que dit. Nous l'avions déjà dit. Parce que quand vous écoutez les deux ministres français, Affaires étrangères et puis de la Défense, c'est de ça, c'est-à-dire que le Mali a signé des contrats avec des mercenaires qui ont fait des exactions en Centrafrique. C'est ça les propos. Et donc, pour concrétiser cela, pour confirmer les faits, donc il faut qu'on crée des événements sur le terrain malien. Et je crois que ça n'honore pas les médias, les grands médias. On peut même faire un travail fouillé, un travail échelonné sur longue date, hein, suivant les choses de manière efficace, pour pouvoir prendre un rapport digne de nom. Mais vous avez vu comment pour vous, le rapport. Adam, vous êtes journaliste, vous êtes en contact, comme je le dis souvent, avec les sociétés civiles. Il n'y a même pas un début des actions. Non, vous savez, au Mali. Vous savez, sur un terrain, il a dit sur un terrain sensible, sur un terrain où les djihadistes sont recherchés. Il peut y avoir, il pourrait y avoir certains cas, des cas isolés. Mais regrouper ça de manière massacre, vous connaissez massacre, ce que vous appelez massacre? Ce qu'on appelle massacre, en droit on dit massacre, mais c'est l'élimination vraiment de nombre important de personnes. Est-ce que c'est ça? C'est combien? On parle combien de personnes? Combien de personnes disent de massacres, d'exactions massives et autres? Non, je crois quand même que c'est trop aller en besogne. Et ça, je crois que les autorités maliennes doivent prendre des mesures maintenant. Parce que les FAMA sont en train d'être discrédités et je ne crois pas que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Mali vont laisser cette situation, vont permettre à ces médias-là de continuer par travailler sur le terrain et sans d'ailleurs. Est-ce que dans des cas comme ça, il faut quand même s'approcher des autorités? Quand vous allez dans des dossiers comme ça, il faut s'approcher quand même des autorités pour dire, bon, voilà ce qu'on nous a dit sur le terrain, voilà les témoignages que nous avons. Quel est votre avis sur le sujet? Au moins quand même quelque chose comme ça pour quand même balancer, équilibrer les informations. Alors, parce que ils n'ont même pas dit qu'ils ont demandé, ils ont donné la parole au gouvernement qui a refusé de s'exprimer. Il n'y a rien comme ça. D'habitude on le dit, mais on n'a rien dit. Vous parlez plus des médias français et de la France, mais on voit la réaction de Corinne, elle s'appelle Corinne Djouka, directrice pour le Sahel de Human Rights Watch, cité dans le document. Elle a été claire, il faut faire, toutes ces enquêtes doivent faire l'objet, ou bien tous ces rapports, tout ce qui est cité dans le rapport doit faire l'objet d'enquêtes et les personnes impliquées devraient être punies. Cela veut dire, Adam Adjaranou, cela veut dire qu'elle aussi, elle a fait le constat, ou bien par rapport au rapport, elle a su que quelque chose se passe véritablement, des exactions sont là. Mais elle a ouvert. Là, ici, ce n'est pas une question de la France ou des médias occidentaux. Non, c'est justement pour dire qu'elle a pris acte, puisqu'elle est beaucoup plus réservée, sans quoi elle devait véritablement aller directement. Confirmer les faits. Voilà, ce qui est dit est pris comme donc il faudrait directement aller. Disons, à pouvoir donc incriminer ces gens-là et les prendre. Or, elle n'a pas dit ça. Elle a encore souhaité qu'il y ait des enquêtes qu'il y a un goût d'inachevé dans ce qui a été fait. Mais elle n'a pas tout de suite écarté cela. C'est la même chose dont nous parlons ici. Donc, quand même, nous, ici, mais vous êtes formel. Vous êtes formel, oui. Le doute, oui. Le doute, c'est normal. Je dis non. Je n'ai pas dit non. Nous ne sommes pas formels. Plutôt de l'exactitude. L'exaction qui a eu il peut en avoir. Et c'est la même chose. Ça se passe comme ça partout. On ne peut pas focaliser le regard sur ce qui se passe au Mali à partir du moment où vous n'avez pas des éléments
pour pouvoir identifier une personne que vous recherchez entre les djihadistes. C'est vraiment difficile. Donc, il faudrait pousser les enquêtes et les militaires ont leur stratégie de le faire. On ne nous a pas dit que voilà, c'était donc les Russes qui étaient donc de mener des actions contre les gens. On a dit qu'ils étaient donc interrogés par les femmes, etc. Mais au même moment, moi, je pense que c'est une stratégie pour dire que les FAMA ne sont pas assez efficaces ou c'est une armée qui va de plus en plus en dérive. Mais au même moment, en le disant, moi je pense que si c'était dans l'optique de pouvoir donc les discréditer, je pense que ces puissances occidentales également se discréditent, puisque la plupart du temps ont été donc formés, ont formé ces FAMA-là. Et aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y avait même certains qui sont restés et ont demandaient un accord tacite pour pouvoir continuer par former les FAMA au risque de se retrouver nez à nez avec donc les forces russes. Donc moi je pense que sur ces aspects-là, il faudrait quand même qu'eux-mêmes, pour ne pas se discréditer eux-mêmes, pouvoir ne pas trop discréditer les FAMA qui ont eu quand même l'opportunité d'être formés par les puissances occidentales. La plupart souvent. Donc je pense que ça ne fait pas ni du bien pour ces puissances occidentales, ni du bien pour les femmes. Mais au même moment, moi, je ne serais pas d'accord qu'on puisse véritablement donc fermer les portes, comme le disait tantôt le pasteur, à ces médias, qui font leur travail. Cela permet d'équilibrer. En réalité, je veux bien. C'est mon souhait. Il faut équilibrer. Nous sommes sur des théâtres de guerre, mais lorsque vous n'avez pas des contre-pouvoirs comme les médias pour véritablement donc peser le pour et le contre de ce que vous faites, je pense que demain, devant le fait accompli, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. On marque la pause pour le journal Léon. Vous retrouvez Adam Adjronou et pasteur Edo Komi.